Et on va commencer par passer à la moulinette les promesses démocratiques d'Emmanuel Macron. Avec toi, donc Hélène, je l'ai dit, mais aussi nos journalistes Mathilde Goannec, Caroline Coq-Chedorge et Jade Lingard. Bonjour à toutes les trois. Hélène, commençons par cette phrase qu'on a entendue à l'instant. Il y a des fractures très profondes et une colère qui fait que si l'on veut agir, il faut réconcilier. 5 ans plus tard, cette phrase, elle résonne assez étrangement. Oui, elle résonne assez étrangement parce que c'est précisément l'une des choses qui n'a pas été faite. Emmanuel Macron lui-même l'a reconnu à plusieurs reprises. Il n'a pas su réconcilier ce qu'il appelait à l'époque la base avec le haut. Il l'a pas fait pour plein de raisons qui se sont exprimées pendant le quinquennat, alors de la façon la plus éruptive. On en reparlera avec Mathilde avec les Gilets jaunes, mais à plein de moments du quinquennat, et notamment pour un problème qui est de l'ordre de sa nature profonde, qui s'est exprimé pendant 5 ans par le biais de ce qu'on a appelé les petites phrases, les macronades, les macronicismes, enfin voilà. Il y a eu plein d'expressions pour désigner ça. Quand on parle de ces petites phrases, on parle de quoi? On parle de phrases anciennes qui ont blessé, quand il était déjà encore candidat, au moment où il parlait des gens qui ne sont rien, puis pendant le quinquennat, quand il proposait à un jeune horticulteur de traverser de la rue et de trouver du travail, plus récemment encore dans un journal, donc dans une forme beaucoup plus contrôlée, je dirais, que des phrases prises par des caméras, quand il expliquait qu'il avait très envie d'emmerder une partie des Français, en l'occurrence les personnes qui ne voulaient pas se faire vacciner. Ça a été pendant 5 ans des coups de boutoir, littéralement, dans cette confiance qu'il voulait réinstaurer. Et ça a parfait une image qui se dessinait dès 2017, qui était l'image d'un président un peu hors sol, très arrogant, très méprisant, et il n'a pas réussi à la retourner, et bien au contraire. Avec une pratique du pouvoir extrêmement verticale. Mathilde Goannec, l'élément central, la fracture fondamentale finalement de ce quinquennat, c'est les Gilets jaunes. Oui, c'est les Gilets jaunes qui étaient un mouvement social très atypique, à la décharge entre guillemets d'Emmanuel Macron. Pas grand monde avait connu ça dans les quinquennats précédents. Ça a commencé sur une question un peu classique de pouvoir d'achat, de hausse du prix du carburant. Ça s'est transformé en grande remise en question démocratique, et ça a été éteint, tu viens de le souligner Hélène, pas vraiment dans une perspective de conciliation. Il y a eu un petit recul sur le sujet même, le sujet de la taxe sur l'essence, mais ça s'est surtout éteint par une répression et un rapport à la rue très autoritaire, dans un cycle de violence chaque samedi quasiment ininterrompu. Donc on avait rarement vu un tel niveau de violence, même si certains quartiers populaires en avaient déjà fait l'expérience. Et donc la fracture, elle a été d'abord sociale, et elle s'est muée en fracture politique, démocratique. C'est quand même un élément important du quinquennat. Et ensuite, il y a eu tout un tas de tentatives de remédiation, pour le coup, par le biais d'innovation démocratique. On va sûrement en reparler, mais il y a eu le grand débat, il y a eu la Convention citoyenne sur le climat, on a aussi eu la Convention citoyenne, on l'a oublié, sur les retraites, on a eu un collectif citoyen sur le vaccin qu'on a aussi oublié. Voilà, tout un tas d'éléments comme ça, parfois qu'on a considérés soit comme des gadgets, purs et simples, soit comme des expériences assez abouties en réalité de démocratie représentative, délibérative, mais sans aucune portée décisionnelle. Donc les choses ont fait flop, et c'est un vrai sujet, parce qu'en fait il y a le quinquennat de Macron et d'Emmanuel Macron, il y a son bilan politique, et puis il y a aussi la valeur qu'on accorde à la démocratie. Et ça, c'est durement attaqué, peut-être pour une longue période, quoi. En parlant de démocratie, justement, et de pratique du pouvoir, Emmanuel Macron faisait des promesses, là encore, très concrètes. Moins de présidents, plus de parlement. On écoute. Ce que je veux faire, mais ça dépend du président de l'Assemblée, parce que ça n'est pas un pouvoir du président de la République, c'est de changer la pratique de l'Assemblée. C'est d'avoir un vrai contrôle parlementaire. Les institutions ne l'empêchent pas, au contraire. Moi, je l'ai dit, je souhaite qu'il y ait une procédure d'audition parlementaire des ministres. Je souhaite qu'il y ait surtout la mise en place d'un vrai contrôle parlementaire et d'un vrai travail d'évaluation. On est tombé dans une pratique parlementaire qui affaiblit le Parlement. Et il faisait une autre promesse, encore plus précise. Dès que le sujet de la souveraineté nationale est en cause,
on devrait avoir une commission d'enquête parlementaire. C'est vertueux de faire ça, de tout déplier. Il y a des choses qui doivent rester confidentielles. Elles sont classées secret défense. Mais les parlementaires ont à en connaître. Aujourd'hui, les commissions d'enquête ne peuvent pas trop faire parce qu'à chaque fois, on dit la justice est en train d'enquêter. Ça n'est pas dans les mœurs collectives. Là, ça s'est fait, mais le gouvernement n'a pas assez ouvert les choses. Donc vous garantissez que le rendrez possible. Je vais vous dire pourquoi je le garantis. Et je pense que c'est bon. D'abord parce que c'est bon pour le gouvernement d'avoir un contrôle extérieur. Parce qu'on ne gouverne pas de la même façon quand on a un contrôle extérieur. Avoir un contrôle parlementaire, c'est une discipline. Et Léa nous disait donc plus de parlement, plus de démocratie, plus de contrôle. Oui, ben là, oui, il nous disait ça, oui. Mais là encore, ça a été balayé assez rapidement. En fait, il y avait une réforme institutionnelle assez profonde qui était engagée au début du quinquennat, qui a été déjà détricotée dans les négociations entre Édouard Philippe à l'époque et le Sénat, le président du Sénat, Gérard Larcher, donc qui était déjà, quand elle est arrivée en discussion au Parlement, très à minima. Et puis, été 2018, éclatement de l'affaire Benalla. Et donc là, bon, bah, il n'y avait plus personne pour révolutionner les institutions et ni gérer le contrôle de l'exercice du pouvoir, comme on l'a vu, on en avait déjà parlé au moment de la commission d'enquête sénatoriale sur l'affaire Benalla, justement. Là, il y avait plus grand monde à l'Élysée pour avoir très envie d'être contrôlé. Ça s'est passé de cette façon-là. Ça s'est passé aussi sur des choses très profondes qui étaient défendues, y compris en interne et surtout en interne. Je pense notamment à François Bayrou, qui était un allié et qui l'est toujours d'ailleurs du président de la République et qui avait fait une forme d'accord sur ces sujets, qui considère que c'est très important de changer notre système institutionnel, notamment sur la question de la proportionnelle, qui a été une espèce de spectre pendant 5 ans, que François Bayrou a essayé de remettre à chaque fois sur la table et qui n'a jamais été faite, avec cette particularité qu'a Emmanuel Macron de toujours hocher la tête quand on lui dit ça c'est intéressant, de dire oui c'est intéressant et puis derrière de n'en faire qu'à sa tête. Donc il y a eu toute cette forme-là d'abandon de quelque chose de quand même très important. Et par ailleurs, quand il parle de contrôle, ça c'est intéressant, là, Caroline en reparlera, mais pendant la crise sanitaire, on a eu justement l'exemple type de manque de transparence absolue de la décision publique. Emmanuel Macron, en disant très vite on est en guerre, a mis en place un conseil de défense dont jamais rien n'a fuité. Finalement, ça s'est toujours fait comme ça avec le Parlement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ils disent mais le Parlement a toujours voté les lois. Oui, mais enfin, a posteriori. Et j'ajoute juste une dernière chose, c'est que vient de sortir un texte assez intéressant du vice-président La République En Marche de l'Assemblée nationale, Hugues Rançon, qui explique dans un communiqué les raisons pour lesquelles il ne se représente pas un second mandat. Et il explique très bien ça. Il dit, moi, je suis arrivé sur une promesse de révolutionner la politique. Pourquoi aujourd'hui je prends une décision ? Bah parce que j'ai un gros doute, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé ? On est devenu une chambre d'enregistrement et on a même entériné ça à tel point qu'on n'a plus fait vivre ce que doit être le Parlement, c'est-à-dire un endroit où ça discute, ça s'affronte, ça confronte des idées. On n'a pas fait ça. On a voté ce que l'exécutif nous imposait d'en haut. Alors Caroline, justement, sur la question de la gestion de la crise sanitaire, tu es journaliste santé à Mediapart, tu as beaucoup suivi évidemment cette crise sanitaire. Alors, bien sûr, le Covid, c'était pas prévu en 2017 quand on a reçu ici Emmanuel Macron à Mediapart. Il n'en a donc pas parlé dans cet entretien avec nous, mais au moment de nous expliquer comment il allait gouverner, il avait quand même insisté sur l'importance de la vérité et le respect du savoir scientifique. On écoute. Je crois que si on veut redresser nos démocraties et la vertu sous-jacente à celle-ci, on doit reconstruire dans ces temps démocratiques ouverts le rapport à la vérité. Seuls les scientifiques et les sachants peuvent le faire. Reconstruire le rapport à la vérité, ces principes édités en 2017, est-ce qu'ils ont été respectés depuis mars 2020 après la gestion politique de la pandémie ? Alors, on peut accorder une certaine constance à Emmanuel Macron parce que le 12 mars 2020, vous vous souvenez, ce discours de confinement de la population où il annonce la guerre, en fait, il reprend les mêmes mots. Il parle aussi de confiance dans la science, dans celles et ceux qui savent. Alors, c'est probablement une image un peu naïve de ce qu'est la vérité scientifique, d'autant plus dans une pandémie face à un virus que personne ne connaît quand il débarque. Donc, en fait, il n'y a pas une vérité scientifique, c'est une vérité scientifique qui se construit, qui est sujette à débat, à la contradiction. Or, la difficulté avec Emmanuel Macron, tu l'as dit Hélène, c'est qu'il a décidé seul, alors que justement cette crise exigeait du débat, de la concertation. Jean-François Delfraissy, le président du Conseil scientifique, qu'il a installé dès le départ pour le conseiller dans ses décisions, lui avait même écrit, on l'a révélé en avril 2020, en lui demandant d'impliquer la société. Ça impliquait
d'impliquer les associations, la société civile, etc. Et donc à chaque fois, il a décidé seul, en réalité, en Conseil de défense, sans aucun transparence sur les décisions qui ont été prises. Ces 3 confinements, il les a décidés seul, à chaque fois sous la pression du monde médical, effaré de voir se remplir les hôpitaux. Les débats parlementaires ont été très très vite évacués. Il y a eu ce moment début 2021 en fait où il a retardé le 3e confinement et où les parlementaires se sont plaints d'avoir à peu près aucune donnée pour étayer leurs décisions ou même être en débat avec le gouvernement sur ce sujet-là. On a même révélé qu'ils avaient communiqué aux parlementaires des courbes truquées. Alors il y avait à ce moment-là un gouffre avec l'Allemagne qui a débattu pendant 3 jours du reconfinement de la société avec les Länder au centre des parlements, etc. Ça a été à cette époque-là un peu critiqué, c'était long, mais au moins tous les arguments étaient sur la table. Il y a eu même cet épisode un peu croquignolesque où on a parlé d'épidémiologiste en chef. Alors c'était pas une caricature des médias à ce moment-là, c'était vraiment les conseillers, les soutiens d'Emmanuel Macron qui diffusaient l'idée sans rire qu'il avait acquis des compétences d'épidémiologiste et qui pouvait donc décider tout seul et contre l'avis des scientifiques. Alors on va pas en reparler parce qu'on en a beaucoup parlé ces derniers temps, mais du pass sanitaire et vaccinal qui ont été largement débattus au Parlement, mais au final amendés seulement à la marge. Avec une difficulté à créer de la confiance dans la population pendant cette crise sanitaire. Oui, il y a eu une division de la société avec une partie de la société qui n'a pas adhéré à la vaccination et qui a probablement été même braquée par le pass sanitaire ou vaccinal. Une dernière chose quand même assez symptomatique et qui restera, je pense, c'est la visite d'Emmanuel Macron le 9 avril 2020 à Didier Raoult. Nous, on révélait, Pascal révélé 2 jours plus tôt dans Mediapart les méthodes scientifiques de Didier Raoult, qui était un secret de polichinelle dans le monde médical. Et donc, il a fait le choix d'aller cautionner cette figure scientifique controversée et d'alimenter donc ce canular mondial autour de l'hydroxychloroquine. Hélène, un petit mot là-dessus, peut-être sur l'utilisation, finalement, sur le rapport à la vérité dans l'exercice du pouvoir politique. Il y a un rapport à la vérité qui est très dévoyé, mais qui est le corollaire d'un rapport très particulier à la démagogie. On parlait justement de cette visite à Didier Raoult. Il faut savoir qu'en fait, ce pouvoir passe l'essentiel de son temps à regarder les courbes de popularité et les sondages, ce qui buzz sur Twitter et ce qui ne fait aucun bruit. Et en fait, tout s'est un petit peu inscrit là-dedans, ce qui a d'une certaine façon un peu dévalorisé la parole publique. Il y a eu des mensonges qui ont été proférés par le pouvoir. On se souvient de l'invasion de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière par Christophe Castaner. On se souvient de la militante Geneviève Brissac, la militante niçoise qui avait été victime de violences policières et à laquelle le président de la République s'était adressé en disant que à son âge, ce serait pas mal d'être sage. Bon, voilà, toutes les histoires derrière... alors qu'il y avait une charge policière très claire. Alors qu'il y avait une charge policière très claire et que d'ailleurs toute l'enquête derrière l'a démontré. En fait, on est toujours dans ce tiraillement entre la vérité et la communication. Et pareil, on va en reparler. Je laisse faire parce que c'est un grand marqueur du quinquennat. Il y a eu un déni puissant au moment des Gilets jaunes et puis même après sur la question des violences policières. On a un président de la République qui a quand même dit les violences policières, ça n'existe pas dans un état de droit. Ne me parlez pas de ça. Enfin, je veux dire, là, on est dans un... Si vous voulez, quand on vit une réalité, c'est pour ça qu'il y a toujours en politique cette distinction entre l'action et la perception. Les gens vivent une réalité de violence policière, de peur d'aller en manif, de collègues qui ont perdu un œil, une main ou que sais-je, et le président de la République dit que ça n'existe pas. Bon, là, il y a clairement un décalage avec la parole d'en haut, quoi. Alors, il y a aussi un autre élément, Mathilde en a un petit peu parlé, mais sur la question de la pratique du pouvoir et la mise en scène de contre-pouvoir ou d'assemblées citoyennes, eh bien, Emmanuel Macron avait là aussi fait des promesses. Ça, c'était quelques mois plus tôt, en novembre 2016, déjà sur le plateau de Mediapart. Je suis pour la délibération parlementaire, pour la délibération citoyenne, avec des référendums locaux qui peuvent s'organiser, des vrais débats. Je suis pour la vitalité démocratique, mais qui suppose de la clarté idéologique, de l'engagement sur des positions claires, pour de la délibération, mais en même temps pour de l'action. Avec le fameux « en même temps ». Mathilde, la délibération citoyenne, est-ce qu'elle a été au cœur de ce quinquennat ?
Je pense qu'Emmanuel Macron endosserait en fait en réalité à nouveau cette position-là aujourd'hui. C'est-à-dire si on l'interroge, il dira qu'il y a eu énormément de délibérations, des heures et des heures de débat, des processus assez inédits comme je l'ai dit auparavant. Mais en réalité, il n'a pas fait grand-chose en fait de cet outil-là. Et ce qui est assez intéressant, c'est que et pourtant ça a quand même irrigué en fait une partie des institutions locales notamment qui eux ont commencé à jouer le jeu. On verra la mise en œuvre, mais qui eux ont joué le jeu, comme quoi c'est possible en réalité, c'est juste que ça nécessite d'accepter de céder le pouvoir. Et c'est sûrement ce qu'Emmanuel Macron n'a pas réussi à faire. Et ça également, ça irrigue en fait aujourd'hui tous les programmes présidentiels. Donc d'une certaine manière, en tout cas à gauche, la question du RIC par exemple, qui était impensable il y a 5 ans, maintenant est un peu un passage obligé. Enfin voilà, donc en fait, il a d'une certaine manière, c'est une occasion manquée pour lui. Enfin, je veux dire, même si on réfléchit à sa stratégie de reconquête pour les mois à venir. Jade, tu couvres les questions d'écologie à Mediapart. Emmanuel Macron a aussi lancé une convention citoyenne sur le climat. Lorsqu'il a annoncé, d'ailleurs, tu avais écrit à Mediapart qu'à condition de jouer vraiment le jeu, ça pourrait être une initiative potentiellement intéressante. Quel bilan peut-on en tirer ? C'est un bilan complètement négatif, c'est-à-dire que l'innovation démocratique, qui était d'une certaine manière la création d'une convention citoyenne sur le climat, avec la promesse que ce que déciderait cette convention serait accepté sans filtre, ça avait été l'expression utilisée par Emmanuel Macron, et transcrit en droit français, que ce soit par le Parlement, que ce soit par le règlement, que ce soit par référendum, cette promesse-là qui était une bombe en fait un peu démocratique, on peut le dire, c'est-à-dire que c'était la promesse de court-circuiter tout ce qui détruit toujours les réformes nécessaires, enfin plus que les réformes, les bouleversements de notre système institutionnel, que rend nécessaire de se confronter au changement climatique. Tout ça, c'est toujours retardé par les votes parlementaires, l'assaut des lobbies, la frilosité, pour être poli, de la haute administration. Et donc là, il y avait la promesse d'ouvrir un canal direct entre les citoyennes et les citoyens et les institutions. Et c'était ça qui était intéressant. On a plein d'exemples. Il y avait eu l'Islande, par exemple, qui montre il y avait eu l'Islande où des citoyens et des mobilisations citoyennes avaient obtenu la possibilité de réformer la Constitution. C'est devenu autre chose après. Mais il y avait cet imaginaire-là derrière, ce qui était donc une vraie promesse. Sauf que ça s'est soldé par quoi ? Une loi tirée des délibérations de cette convention, complètement en deçà de ce qu'avaient demandé les citoyennes et les citoyens, mais je veux dire beaucoup plus grave, complètement en deçà de ce qu'il faudrait faire pour réduire les gaz à effet de serre et être à la hauteur de la promesse des accords de Paris qui demandent une décarbonation de l'économie d'ici 2050. En gros, il faudrait baisser les émissions de CO2 de 100 millions de tonnes. Et là, la loi qui sort de cette convention, elle nous met sur le chemin d'une baisse de 10 millions de tonnes. C'est 10 fois en dessous, c'est-à-dire c'est ridicule. Donc là, c'est un énorme échec, à la fois climatique, mais aussi démocratique. On peut parler, puisque tu es là, tu es sur ce plateau, on va parler avec toi du nucléaire. C'était un sujet où il est beaucoup question de démocratie d'ailleurs, avec un certain goût du secret dans cette industrie. Emmanuel Macron, candidat, il n'a jamais promis la fin du nucléaire, ça c'est sûr, mais sur ce sujet, et aussi celui des énergies renouvelables, il avait quand même fait quelques promesses. Moi, je veux prendre sur ce sujet 2 engagements. Le premier, c'est que je lancerai tous les appels d'offres en renouvelables dès le début du quinquennat. Ouais. Ensuite, ce que je veux faire, c'est, à la lumière de ce que l'autorité de sûreté nucléaire donnera, prendre les mesures de fermeture des centrales. Mais je ne le ferai pas sur un plan politique. Je le ferai sur la base de ce que l'autorité de sûreté nucléaire dira. Et si elle dit les coûts de rénovation de telle centrale sont de X ou Y, il faudra la fermer. Tu étais sur le plateau à l'époque, Jade, ces promesses, que sont-elles devenues ? Il ne s'est pas du tout passé ce qu'il a dit, ça on peut le dire. C'est-à-dire que ce soit sur les énergies renouvelables, donc les appels d'offres, faut expliquer, c'est le système par lequel l'État ouvre la possibilité pour des entreprises d'installer des sources de production d'énergie, et donc notamment ces fameuses éoliennes qui mettent en colère beaucoup de monde. Donc c'est vachement important, c'est un outil majeur de commande publique en énergie
d'énergie renouvelable. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben en fait, il n'y a pas du tout eu tous les appels d'offres en début de quinquennat. Bon, on pourrait discuter de est-ce que c'était une bonne idée, mais je laisse ce débat de côté. En tout cas, il n'y a pas du tout eu. Donc je peux prendre l'exemple de l'éolien en mer, qui est au cœur de tous les scénarios de transition énergétique des grands pays européens. Ben là, il y a clairement la filière à 10 ans de retard. C'est-à-dire que là, au mieux, ce printemps va commencer la construction du champ d'éoliennes au large de Saint-Nazaire. Encore une fois, je mets de côté la discussion de est-ce que c'est une bonne idée ou pas, mais juste sur le respect de la promesse. Donc ça n'a pas été fait. Et tout le monde, enfin tous les médias se sont fait l'écho du fait que la France, aujourd'hui, est le seul pays de toute l'Union européenne à ne pas respecter ses engagements de part d'énergie renouvelable dans la consommation d'énergie, puisque la France devrait être à 23% d'énergie renouvelable dans toutes ses consommations d'énergie, donc pas uniquement l'électricité, et on n'est qu'à 19%. Alors on va dire c'est 4 points, mais on est le seul pays de l'Union européenne à échouer sur cet objectif qui est voté depuis 2009. Et dernier point, rapidement, Emmanuel Macron nous dit on pourra fermer éventuellement. Voilà, donc là on n'a rien fermé, on n'a absolument rien fermé, c'est-à-dire qu'on a fermé l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, enfin on l'a empêché, on l'a arrêté, mais on n'a fermé aucun réacteur, et à l'inverse, il a annoncé la relance du programme nucléaire français, c'est une première depuis les années 1980, avec la commande de 6 EPR, et la perspective, pas hyper claire, mais la perspective quand même, sans doute inévitable, du prolongement au contraire de la durée de vie des centrales nucléaires existantes. Après, pour lui rendre quand même justice, à aucun moment l'autorité de sûreté du nucléaire n'a demandé à l'État français de fermer des centrales. Donc là-dessus, il n'est pas en décalage. Le problème, c'est qu'il avait à l'époque la promesse il avait donné la promesse de ne plus avoir de position politique sur le nucléaire, en gros, se conformer à des exigences de sûreté. Et en fait, la question de la sûreté a complètement disparu du débat public. Et à l'inverse, ce qu'on a entendu la semaine dernière avec son annonce, enfin, en tout cas dans son annonce de relance du programme nucléaire, ce qu'on entend, c'est au contraire un discours hyper politique, et moi je dirais même assez nationaliste, affirmation de la puissance de la France à travers son programme nucléaire. Eh bien, merci à toutes les trois. Hélène, tu restes avec nous.